Les éditions WMI et libreentreprise.com vous présentent Formez une équipe gagnante. Sachez concilier entreprise à domicile et réussite, aussi bien dans votre couple que dans votre carrière. De Tom Barrett, PhD. À la narration, Alain Cadieux. Chapitre 1. Formez une équipe gagnante pendant que vous osez encore rêver. La pure vérité à propos de l'entreprise à domicile. Avez-vous déjà remarqué à quel point les hommes chauves aiment porter des chapeaux? Étant donné que mes jeunes ont voulu que je partienne à part entière à cette fraternité, je comprends très bien cette tendance. J'ai plus de casquettes de golf et de baseball que je ne pourrai jamais en porter. C'est peut-être aussi pour cette raison que je porte toute une variété de chapeaux dans ma vie professionnelle. Je porte les chapeaux de l'auteur, du conférencier, du consultant en leadership et management, du dirigeant d'entreprise et du propriétaire d'entreprise. J'ai également porté 2 autres chapeaux pendant des années. L'un est le chapeau de l'accompagnateur d'entrepreneurs, de gestionnaire. L'autre est le chapeau d'un psy. J'ai consacré de nombreuses années à la clientèle privée en tant que conseiller individuel et matrimonial. Si vous ou votre conjoint êtes propriétaire d'une entreprise à domicile, j'aimerais à nouveau coiffer ces chapeaux d'accompagnateur et de psy pour vous aider à comprendre ce que vivent tous les couples lorsque l'un des conjoints ou les deux se lance en affaires. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais la création d'une entreprise à domicile a un caractère merveilleusement entrepreneurial. Pour tous les entrepreneurs, incluant ceux qui travaillent à domicile, la vie est beaucoup plus agréable lorsqu'ils apprennent à travailler en équipe pendant que l'un des conjoints ou les deux osent encore rêver. Le succès réside dans l'équilibre qui s'installe entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On trouve aisément cet équilibre lorsqu'on garde intact notre sens de l'humour, que l'on comprend la façon dont notre conjoint voit notre nouvelle entreprise et que l'on gère efficacement nos activités quotidiennes. Le succès réside dans l'équilibre qui s'installe entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Soit dit en passant, si votre perception initiale de l'entreprise à domicile est moins que positive, je peux comprendre. Dans le passé, je prêtais peu d'attention et n'accordais que peu de crédit aux gens qui évoluaient dans ce genre d'entreprise. Chaque fois que j'entendais dire qu'une personne qui m'était chère s'était engagée dans une entreprise à domicile, surtout lorsqu'il s'agissait de vente directe ou de marketing relationnel, je secouais doucement la tête, je levais les yeux au ciel et je me demandais comment quelqu'un pouvait être aussi naïf. Je croyais que seuls les imbéciles pouvaient s'engager dans cette industrie et je me demandais quelle sorte de vendeur de remèdes de charlatans avait réussi à les duper ainsi. J'expliquerai plus tard pourquoi je suis passé de cynique à militant en matière d'entreprise à domicile. À la suite des récentes divulgations du milieu des affaires et de la tourmente qui a secoué les valeurs boursières, je vois de plus en plus d'un bon œil cette industrie qui offre aux gens la chance de générer un revenu additionnel, qui leur donne un sentiment de sécurité et qui leur permet de se constituer un bon revenu de retraite. Dernièrement, j'ai passé beaucoup trop de temps avec des cadres supérieurs du monde des affaires qui, contre toute attente, ont vu s'évaporer leur sécurité, leur emploi ou leur portefeuille. Comment avez-vous commencé? Si vous ou votre conjoint évoluez déjà dans une entreprise à domicile, comment avez-vous commencé? Je suis toujours intrigué par les façons variées dont les gens se lancent dans cette industrie. Certains s'y engagent uniquement après avoir soigneusement étudié l'industrie et l'entreprise précise avec laquelle ils songent à s'affilier. Ces gens précisent par analyse, ils sont méthodiques et ne prennent aucune décision à la légère. Et puis, il y a les autres, ceux qui assistent à une présentation, qui aiment ce qu'ils entendent, qui voient les possibilités qu'offre cette industrie et qui y adhèrent immédiatement.
La vie devient souvent amusante lorsque de nouveaux participants assistent à une réunion et s'engagent immédiatement sans demander l'avis de leur conjoint. Après s'être engagés, ils doivent trouver un moyen de faire part de leur décision à leur conjoint. Il y a 2 stratégies courantes pour annoncer cette nouvelle. Certains nouveaux participants ne disent rien lorsqu'ils rentrent à la maison. Ils attendent plutôt le moment opportun et ils tentent alors subtilement de faire avaler la nouvelle à leur douce moitié. D'autres adoptent une approche entièrement différente. Ils quittent le lieu de réunion et se hâtent de proclamer la nouvelle. Ils se précipitent à la maison et leur conjoint a alors droit à un discours des plus animés. Ils épiloguent sur l'entreprise géniale qu'ils viennent de découvrir. Ils disent que c'est ce qu'ils cherchaient justement. Ils s'émerveillent devant l'indépendance financière dont ils jouiront dans les 48 à 72 prochaines heures. Pendant ce temps-là, leur conjoint, étourdi, les regarde et leur demande « Mais à quelle réunion as-tu donc assisté? As-tu fumé quelque chose pendant que tu y étais ?» D'autres adoptent une approche entièrement différente. Ils quittent le lieu de réunion et se hâtent de proclamer la nouvelle. Entendez-vous ce que j'entends? Lorsqu'un individu commence à reconnaître le potentiel d'une entreprise à domicile avant son conjoint, cela peut donner lieu à quelques malentendus très cocasses. Ils se produisent souvent lorsque le nouveau participant tente d'exprimer l'excitation et l'espoir que lui inspire cette nouvelle aventure. Son conjoint qui l'écoute entend souvent un son de cloche entièrement différent. Voici à quoi cela peut ressembler. Le nouveau participant, il pense qu'il serait fou de ne pas s'engager dans cette entreprise. Son conjoint qui l'écoute, il pense que seul un fou peut le faire. Le nouveau participant, il croit que cette industrie est parfaitement sensée. Son conjoint qui l'écoute, il pense qu'elle est insensée. Le nouveau participant, il voit déjà tout l'argent qu'ils vont gagner. Son conjoint qui l'écoute, il ne voit que l'argent qu'ils devront dépenser. Le nouveau participant, il croit qu'ils ne peuvent pas laisser passer une telle occasion. Son conjoint qui l'écoute, il croit qu'ils ne peuvent pas se permettre une telle aventure. Le nouveau participant, il voit déjà le temps et la liberté dont ils jouiront à l'avenir. Son conjoint qui l'écoute, il ne voit que le temps et la liberté dont ils seront privés dans le présent. Le nouveau participant, il voit dans cette industrie une stratégie valable pour faire fortune. Son conjoint qui l'écoute, il n'y voit qu'un procédé malhonnête pour s'enrichir rapidement. Le nouveau participant, il y voit une occasion de sortir de l'endettement. Son conjoint qui l'écoute, il n'y voit qu'une façon de s'endetter davantage. Le nouveau participant, il considère qu'il a toutes les raisons d'être enthousiaste. Son conjoint qui l'écoute, il n'y voit qu'une bonne raison d'être exaspéré. Lorsque 2 personnes ont des opinions aussi divergentes sur un même sujet, la communication peut rapidement être coupée. Surtout lorsque les intervenants se sentent personnellement ou émotionnellement interpellés. Le dialogue peut alors dégénérer en critiques violentes, parfois injurieuses. Pour le nouveau participant, il est alors facile de dire, en son fort intérieur ou ouvertement, « Pourquoi te sens-tu obligé de gâcher la fête? Pourquoi es-tu aussi négatif? Pourquoi as-tu peur de prendre des risques ?» De son côté, l'observateur peut dire « Pourquoi es-tu incapable de voir que c'est une chose stupide à faire? Pourquoi es-tu incapable de voir que c'est un concept loufoque? Comment peux-tu croire que tu vas réussir ?» Vous reconnaissez-vous? Êtes-vous ce nouveau participant qui déborde d'enthousiasme, ou bien le conjoint sceptique? Ou peut-être vous situez-vous quelque part entre les deux? Chapitre 2. Voici quelque chose pour vous aider si vous êtes le nouveau participant. Lorsque vous débordez d'enthousiasme. Je suis un fervent adepte de l'exaltation, de l'enthousiasme et de la passion. Ce sont les ingrédients vitaux d'une vie riche. Et vous avez de bonnes raisons d'être enthousiasmé par votre nouvelle entreprise.
Il y a véritablement du génie dans les modèles de gestion et de distribution de l'industrie des entreprises à domicile. J'espère que vous sentez également ce que bon nombre de gens éprouvent dans cette industrie. Le sentiment tout neuf d'être habité par le pouvoir incroyable de l'espoir, par l'énergie positive de rêves ravivés et par la joie qu'entraîne la quête du succès. Mais rappelez-vous également que ce débordement d'enthousiasme peut accabler votre conjoint. Et cela, plus particulièrement, s'il n'a aucune idée de ce dont vous parlez, parce qu'il n'a entendu personne qui soit bien vêtu et sain d'esprit lui décrire l'industrie. Ce dont les entrepreneurs ont absolument besoin. Il n'est pas nécessaire que votre conjoint comprenne ou aime votre entreprise, qu'il y croit et qu'il y adhère. Tout ce dont vous avez besoin, c'est qu'il vous soutienne. À d'innombrables occasions, ma femme et moi avons dîné avec des couples dont l'un des partenaires était un entrepreneur, alors que l'autre avait une compréhension limitée de ses activités et s'y intéressait à peine. Mais il l'encourageait et croyait en lui, et cela l'aidait beaucoup. La majorité des entrepreneurs estiment qu'il est beaucoup plus important que leurs conjoints croient en eux qu'en l'entreprise qu'ils sont en train de bâtir et de développer. Soyez patient avec votre conjoint. Soyez patient avec votre conjoint s'il ne comprend pas votre entreprise ou n'est pas attiré par ce que vous faites. Il a peut-être besoin de temps pour voir toute la sagesse de votre décision d'affaires. Il n'est peut-être pas bien disposé avec l'entrepreneuriat. Ou peut-être n'a-t-il pas l'énergie ou le temps nécessaire pour envisager des activités qui, à ses yeux, ajouteront à sa charge de travail et à son niveau de stress. Chapitre 3. Voici quelque chose pour vous aider si vous êtes le conjoint qui écoute. Vous pouvez réagir de diverses façons devant les efforts de votre conjoint pour créer une entreprise à domicile. Mais vos réactions s'inscriront inévitablement dans un spectre continu fort simple. Vous serez ou bien d'un grand soutien, neutre ou indifférent. À l'intérieur de ce spectre se trouvent des variations subtiles et divers degrés de soutien. Voici comment quelqu'un peut réagir devant l'engagement de son conjoint. D'un grand soutien, niveau 5, appuie fortement l'entreprise et y est activement engagé. D'un grand soutien, niveau 3, appuie activement l'entreprise mais n'y est pas engagé. D'un grand soutien, niveau 1, appuie modérément l'entreprise et s'en accommode. Neutre, niveau 0, ni pour, ni contre l'entreprise. Neutre, niveau -1, n'aime pas l'entreprise, mais la tolère. Indifférent, niveau -3, déteste l'entreprise et oppose de la résistance. Indifférent, niveau -5, est ouvertement hostile. Si vous deviez mesurer le degré de soutien que vous offrez à votre conjoint, où vous situeriez-vous sur cette échelle? Certains observateurs ont d'abord une attitude neutre ou indifférente qui se transforme en un grand soutien après que l'entreprise a pris son essor et devient amusante et rentable. Mais rappelez-vous que le fait de prendre le train en marche n'est rien comparé aux encouragements constants que vous pourriez offrir pendant la première phase de développement de l'entreprise. Cette première phase est en effet ce moment où l'entrepreneur ne peut que s'accrocher au pouvoir d'un rêve et à la vision d'une réussite éventuelle. S'il obtient du soutien pendant cette phase, alors qu'il en a le plus besoin, il ne l'appréciera que davantage lorsqu'il connaîtra le succès. Cette première phase est ce moment où l'entrepreneur ne peut que s'accrocher au pouvoir d'un rêve et à la vision d'une réussite éventuelle. Comment puis-je être d'un grand soutien? Les gens me demandent très souvent, même si je n'ai pas très envie de m'engager personnellement dans la nouvelle entreprise de mon conjoint, je veux tout de même le soutenir parce que je l'aime. Avez-vous des suggestions à me faire?
Si vos sentiments sont le reflet de cette question courante, permettez-moi de vous offrir quelques conseils qui pourront vous aider à soutenir votre conjoint. Remarquez que certains de ces conseils sont d'ordre pratique et que d'autres ont trait à l'attitude. Notez également que même s'ils peuvent se révéler très utiles, la plupart d'entre eux exigent un petit investissement d'énergie et de temps. Comment manifester son soutien envers l'entreprise de son conjoint? Soyez excité pour lui. Permettez-lui de vous faire part de son enthousiasme et de ses espoirs. Laissez-lui le temps de vous expliquer en quoi consiste sa nouvelle entreprise, comment elle fonctionne et pourquoi il est enthousiaste. Prenez la résolution d'être patient et conciliant et de lui apporter votre soutien tout en conservant votre sens de l'humour. Pensez au mari qui annonce joyeusement qu'il préparera le repas familial pour permettre à sa femme de développer son entreprise. Et lorsqu'elle est partie à sa réunion, il sort la boîte de Cheerios. Assistez à une réunion, consultez le site web de l'entreprise ou lisez de la documentation pour apprendre les rudiments de cette industrie et ainsi mieux comprendre ce que fait votre conjoint. Permettez-lui de partager avec vous ses hauts et ses bas. Il passera par toute la gamme des émotions, comme tous les entrepreneurs. Dites-lui que vous croyez en lui et en ses capacités lorsqu'il est découragé. Permettez-lui de s'exercer à expliquer devant vous le fonctionnement de son entreprise, à parler de ses produits ou services. Si nécessaire, aidez-le à installer un petit bureau à la maison. Aidez-le à fixer des plages de temps où il pourra se consacrer au développement de son entreprise sans être dérangé. Aidez-le à se préparer à ses activités professionnelles en lui offrant de charger la voiture, vous passer de dîner, faire les courses, préparer les repas, vous occuper des enfants, nettoyer la maison. Tous ces éléments montrent bien qu'il n'est pas nécessaire que vous adhériez à l'entreprise de votre conjoint pour faire preuve de soutien. Une main charitable, une oreille attentive, un mot d'encouragement et un cœur aimant peuvent faire des miracles et aider un entrepreneur à demeurer fort, concentré et optimiste pendant tout le temps où il créera son entreprise et s'efforcera de réussir. Comment éviter l'indifférence? Outre le fait de noter ce que signifie être d'un grand soutien pour celui qui s'engage dans une aventure entrepreneuriale, il vaut également la peine de s'arrêter et de réfléchir à ce qui peut lui être moins qu'utile. Il est facile de laisser échapper de petites choses qui auront un impact négatif sur la disposition d'esprit et l'élan de l'entrepreneur. Voyez si vous en reconnaissez quelques-unes. Signes non-verbaux tels qu'un regard, de gros soupirs, lever les yeux au ciel ou tout autre langage corporel qui traduit le mépris, l'aversion ou le manque d'intérêt de votre part. Propos mesquins ou coups bas pour manifester votre agacement parce que la poursuite de son rêve vous dérange. Humour décapant ou remarques acerbes en guise de subtiles rebuffades devant sa volonté de rêver et de travailler dur sans tirer immédiatement un revenu de son labeur. Discréditer son entreprise devant des amis ou des membres de la famille. Rappelez-vous qu'il ne faut aucun talent pour éteindre l'étincelle et tuer le rêve d'une personne. Des défaitistes, des voleurs de rêves et des sceptiques, il y en a 13 à la douzaine. Mais il faut beaucoup de talent pour aider quelqu'un à entretenir les étincelles de l'ambition personnelle, du désir, du courage et de l'effort, et à les protéger jusqu'à ce qu'elles deviennent un feu ronflant pouvant changer la réalité. Mon conjoint a-t-il perdu le feu sacré? En dépit des apparences, votre conjoint n'a pas tiré avantage de l'occasion et a perdu le feu sacré. Mais il a peut-être tout de même vécu ce que j'appelle un moment de courage entrepreneurial. Ce moment n'est pas négligeable. Vous vous demandez ce qu'il signifie pour un individu. C'est un instant où il ose rêver. C'est un instant où il croit en lui. C'est un instant où il décide de découvrir ce dont il est capable.
C'est un instant où il décide de tenter sa chance. C'est un instant où il est prêt à risquer l'échec pour viser la réussite. C'est un instant où il voit une occasion et décide de la saisir. C'est un instant où il décide de cesser d'être un observateur assis dans les estrades de la vie et où il choisit plutôt de se lever et de s'engager sur l'aire de jeu de la vie. Un moment de courage entrepreneurial est souvent un moment d'audace personnelle qui marque un tournant dans l'existence de celui qui le vit. Cela mérite le respect. En tant que conjoint, vous pouvez influer sur ce moment de courage entrepreneurial et faire en sorte qu'il se transforme en une nouvelle façon de penser, de travailler et de vivre. Mais vous pouvez également le vampiriser et lui enlever toute énergie et toute vie. Jetez du lest. Ne tentez pas de comprendre instantanément la nouvelle entreprise de votre conjoint. Au début, lui-même n'aura probablement pas les connaissances requises pour vous en expliquer de façon convaincante les tenants et aboutissants. Il les développera avec le temps. Donc, jetez du lest en attendant et tentez plutôt de comprendre pourquoi cet engagement est si important pour lui. Votre capacité de comprendre ses espoirs, son excitation et sa motivation sera beaucoup plus décisive qu'une compréhension de son modèle d'entreprise et de son plan de rémunération. Lancer une nouvelle entreprise, c'est comme piloter un jet. En aéronautique, c'est au moment du décollage qu'un jet consomme le plus de carburant et dépense le plus d'énergie. Il combat alors simultanément l'inertie, la gravité, la masse, l'accélération et d'autres facteurs de résistance. Tous les entrepreneurs franchissent un processus similaire. Ils doivent déployer beaucoup d'énergie, surmonter de multiples facteurs de résistance et demeurer patients en attendant que leur entreprise décolle. J'ai observé un dénominateur commun pendant ce moment d'attente chez les gens qui lancent une nouvelle entreprise. Il est toujours présent que j'interagisse avec quelqu'un qui vient tout juste d'investir plusieurs centaines de dollars dans une entreprise à domicile, ou avec le PDG d'une nouvelle société commerciale qui dépensera des dizaines de millions de dollars avant de réaliser des profits. Dans les deux cas, les premiers stades de ce nouveau projet sont caractérisés par un tourbillon de pensées et d'émotions. Une minute, les individus se sentent excités et confiants, et puis le doute et la terreur fondent sur eux une minute plus tard. Pendant une minute, ils envisagent une forte progression de leur entreprise, et puis, un instant plus tard, ils la voient s'écraser en flammes. Une minute, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas perdre. Et la suivante, ils se demandent anxieusement s'ils sont capables de gagner. Ce sont ces montagnes russes qui secouent votre conjoint qui rendent votre réaction si importante. Vous pouvez l'encourager ou le décourager. Vous pouvez faire en sorte qu'il se sente avisé et courageux, ou bien le dernier des imbéciles. Vous pouvez l'aider à sentir qu'il a l'étoffe d'un gagnant, ou le convaincre qu'il sera toujours perdant. Et vous pouvez lui donner la force et la confiance en soi qui lui permettront de persévérer lorsque le doute obscurcira sa vision, minera son assurance et lui donnera envie de renoncer à ses rêves. Chapitre 4. Stratégie pour réussir aussi bien dans votre couple que dans votre carrière. Certaines personnes ont une mentalité soit lorsqu'il s'agit de la réussite. Soit ils concentrent tous leurs efforts sur leur mariage et leur famille, soit ils mettent toute leur énergie dans l'édification d'une entreprise prospère. En matière de mariage et d'argent, j'encourage les gens à adopter une approche et. J'aime voir les gens viser une réussite équilibrée tant sur le plan matrimonial que sur le plan financier. Je ne suis pas un grand partisan de la richesse colossale et des mariages marginaux. Étant donné que j'interagis souvent avec certaines des personnes les plus fortunées du pays, il m'est donné d'être aux premières loges
est d'observer ce que la plupart des gens savent intuitivement. L'argent permet de meubler une pièce avec élégance, mais ne peut mettre de joie dans le cœur. Une grande fortune peut masquer l'insécurité des gens et le vide qui caractérise leur vie. Mais c'est un moyen bien pauvre de combler ce vide. D'un autre côté, je n'encourage personne à tenter de préserver un bon mariage lorsque les deux partenaires sont constamment en désaccord sur les questions monétaires. Avec le temps, une pression économique chronique agit comme une artère bouchée. Elle restreint le flux des plus belles qualités du cœur humain, des qualités telles que l'excitation, la passion, l'amour, le rire, la patience, etc. L'entreprise à domicile a ceci d'unique qu'elle permet aux participants de trouver une réussite équilibrée. Ils peuvent faire progresser leur entreprise à un rythme qui convient à leur situation personnelle. Ils peuvent fixer leurs propres buts, décider de leurs horaires et du nombre d'heures qu'ils consacrent au travail. Cela leur permet de réussir sur le plan professionnel tout en gérant les bouleversements que cela occasionne dans les autres domaines de leur vie. Même en dépit de cette remarquable liberté, un certain degré de sagesse est tout de même nécessaire pour s'en sortir. Voici quelques pensées à retenir. 1. Inspirez-vous des membres du Congrès. À l'occasion, je dis à mes filles que les gens qui n'ont pas de passe-temps, d'intérêt personnel, de rêve et d'ambition s'ennuient souvent et ennuient les autres. Mais ceux d'entre nous qui se donnent la permission de rêver, de viser le succès et de participer activement au jeu de la vie ont un autre défi à ne pas perdre de vue. Pour certains d'entre nous, il est tellement facile de devenir obnubilés par nos responsabilités et nos rêves professionnels que nous oublions que nous avons également des responsabilités et des rêves personnels qui requièrent notre attention. Donc, comment faire pour demeurer bien concentré et équilibré dans notre vie personnelle lorsqu'on entreprend de créer une nouvelle entreprise qui, comme un nouveau-né, exige beaucoup de temps, d'énergie et de soins avant d'être autonome? Aussi inimaginable que cela puisse paraître, nous pouvons en fait apprendre quelque chose à ce sujet auprès des membres du Congrès des États-Unis. Je sais d'expérience à quoi ressemble la vie intime d'un membre du Congrès. J'ai œuvré pendant 20 ans comme conseiller auprès de sénateurs et de membres du Congrès, et j'ai été le premier à m'intéresser officiellement à l'impact de la vie publique sur les familles de politiciens, consacrant à mes recherches plus de 10 000 heures de tête-à-tête avec des membres du Congrès. Pendant toutes ces années passées au Capitole, j'ai appris que le Congrès, à l'instar du monde des entrepreneurs, n'est pas un environnement pro-famille. Alors, comment les membres du Congrès font-ils pour rester équilibrés dans un environnement qui les pousse constamment à s'absorber entièrement dans leur travail? Ceux qui font preuve de sagesse apprennent à établir des frontières non négociables dans leur vie personnelle. Et ils organisent ensuite leur vie professionnelle autour de ces moments sacrés. Par exemple, au début de chaque année, de chaque trimestre et de chaque mois, les membres du Congrès qui sont bien avisés s'assoient avec leurs conjoints et examinent l'emploi du temps de la famille. Ils se réservent ensuite des journées et des événements qu'ils ne veulent pas rater. Anniversaire, remise des diplômes des enfants, danse, récital et autres événements clés sont tous inscrits dans leur agenda et ne peuvent en aucun cas être annulés. De plus, ils peuvent prévoir une période de vacances, des week-ends exempts de travail, des sorties, des soirées familiales ou des dimanches de repos. Pourquoi ces plages de temps non négociables ont-elles autant d'importance? Parce qu'elles sont un message adressé au conjoint. Même si mon travail est très exigeant, ma vie familiale demeure une priorité. Cette démonstration de priorité et de valeur donne énormément de force, de sécurité et d'espoir aux conjoints et aux membres de la famille. Ils se montrent alors plus patients sur une base quotidienne, car ils savent qu'ils passeront du temps ensemble et que ces moments ne seront pas reportés parce que quelque chose d'important est arrivé.
Ces moments de qualité garantie passés en famille font office d'encre à laquelle tous peuvent se raccrocher pendant que la vie se déroule à toute allure autour d'eux. Quels sont les événements non négociables que vous ne voulez pas rater dans votre vie personnelle? Pourquoi ne pas les inscrire dans votre agenda et leur conférer un caractère inviolable? Ce qui est merveilleux avec une entreprise à domicile, c'est que vous êtes votre propre patron et que vous organisez votre emploi du temps. Permettez à cette incroyable liberté de travailler pour vous et non contre vous. Soit dit en passant, votre ordinateur, votre téléphone portable, votre téléphone résidentiel et tout autre appareil de communication personnelle ont tous un bouton hors circuit. N'ayez pas peur de l'utiliser lorsque c'est nécessaire. 2. Sachez faire la différence entre un bout de chemin, une saison de la vie et un style de vie. La quête du succès est rarement chose facile. Par conséquent, quiconque s'engage dans une aventure entrepreneuriale se doit de déterminer quand il convient de travailler très dur dans son entreprise et quand il convient de prendre un peu de recul. Pour savoir comment vous devriez vous y prendre, permettez-moi de vous faire part d'un concept que je recommande souvent à des cadres supérieurs et à des entrepreneurs du milieu des affaires de garder à l'esprit. Sachez faire la différence entre un style de vie, une saison de la vie et un bout de chemin. Un style de vie. Pour certains individus, travailler tout le temps constitue leur style de vie. Ce sont les bourreaux de travail classiques qui sont incapables d'établir un équilibre ou un rythme dans leur horaire. Le travail est pour eux leur préoccupation majeure et leur plus grande joie dans la vie, et tout le reste arrive loin au deuxième rang et est souvent considéré comme une intrusion qu'ils doivent tolérer, bien à contre-cœur. Une saison de la vie. C'est une longue période de temps qui comporte un début et une fin. Pendant cette période, une quantité de temps disproportionnée est consacrée à une tâche ou à un objectif unique. Par exemple, c'est ce que vivent les étudiants de 3e cycle à l'université. Ils acceptent une vie dépourvue d'équilibre pendant une certaine période de temps, de 2 à 4 ans, sachant qu'ils bénéficieront de cet investissement de temps et d'efforts pendant le reste de leur vie. Ce concept d'une saison de la vie est très important pour les entrepreneurs qui créent une entreprise à domicile. Il faut que cette saison soit très intense pour assurer la réussite du projet. Tout comme le jet dont j'ai parlé plus tôt, qui doit s'arracher au sol avant de ralentir la poussée des moteurs et d'atteindre sa vitesse de croisière à 10 000 mètres d'altitude, votre entreprise aura besoin d'un supplément de carburant au début. Mais gardez à l'esprit que cela ne durera qu'une saison. Ne faites pas l'erreur de vivre ainsi en permanence. Lorsque vous aurez atteint votre vitesse de croisière, amusez-vous, prenez du recul et jouissez de votre succès. Un bout de chemin. Il s'agit d'une brève période de temps durant laquelle un individu consacre un maximum d'efforts à une tâche unique, renonçant ainsi à pratiquer tout équilibre dans les autres domaines de sa vie. Cela ressemble à un sprint de 1000 mètres. Une fois parti, vous n'arrêtez pas avant de franchir la ligne d'arrivée. Il y aura des moments où vous devrez sprinter pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée, mais ne faites jamais un style de vie de ce rythme. Vous vous épuiseriez et cela frustrerait ceux qui espèrent passer un peu de temps avec vous. Si vous êtes l'entrepreneur, assurez-vous de ménager vos forces tout en étant prêt à travailler dur pendant une saison et même à faire un sprint, si nécessaire, pendant un bout de chemin. Mais assurez-vous également de prendre le temps de vous reposer et de vous détendre en famille. La plus grande préoccupation du conjoint lorsqu'il voit son partenaire sprinter, c'est que ce sprint n'aura jamais de fin. En tant que couple, établissez clairement le rythme qui devra être adopté pour réussir. Bien que la quête du succès soit rarement chose facile, les récompenses sont extrêmement gratifiantes lorsque le processus est bien géré. 3.
Lorsque l'amour se heurte à la culpabilité, rappelez-vous ce qui vous a d'abord motivé. Vous êtes-vous déjà senti déchiré par le besoin de faire l'impossible, d'être en même temps à deux endroits différents? Certains individus ont le sentiment que, où qu'ils se trouvent, ils ne sont pas au bon endroit. Lorsqu'ils sont au travail, ils se disent qu'ils devraient être à la maison. Et puis, lorsqu'ils sont à la maison, ils se sentent coupables parce qu'ils ne travaillent pas. Parlons-en du succès qui leur échappe. C'est là un dilemme courant chez de nombreuses personnes qui sont très occupées. Et c'est l'une des principales raisons qui les pousse vers l'entreprise à domicile. Une telle entreprise, dont le fonctionnement est bien rodé, offre une merveilleuse solution à ce problème. Cependant, même dans cette industrie, et surtout dans les premiers stades de la création de l'entreprise, les gens peuvent à l'occasion se sentir tirés dans deux directions opposées. De nouveaux participants qui aiment énormément leur conjoint ou leur famille se sentent également extrêmement coupables lorsqu'ils consacrent du temps à la croissance de leur entreprise, même s'ils le font pour les gens qu'ils aiment. Lorsque l'amour se heurte à la culpabilité, il est bon pour ces créateurs d'entreprises et leurs familles de se rappeler ce qui les a d'abord motivés. Plusieurs pourraient expliquer leur absence ou leur activité de cette manière. Je t'en prie, essaie de comprendre mon cœur, mes motifs et mon intention pendant que je crée cette entreprise. Lorsque je suis occupé ou absent de la maison, ou lorsque je rate une réunion de famille ou un événement spécial, cela ne veut pas dire que je ne me soucie pas de toi. Cela ne veut pas dire que tu ne me manques pas. Cela ne veut pas dire que je ne me sens pas déchiré entre mon désir d'être présent et le besoin de faire grandir mon entreprise. Et cela ne veut certainement pas dire que je ne t'aime pas. Au contraire, tous mes efforts sont la preuve de mon amour et de ma volonté à travailler dur maintenant pour nous offrir un avenir radieux ensemble. Il peut être très utile pour les deux conjoints de garder bien présent à l'esprit ces facteurs de motivation que sont l'amour et l'abnégation qui poussent tant de gens à créer une entreprise à domicile. Parmi les facteurs de motivation, on trouve également « J'ai encore des rêves qui te concernent notre famille et qui nous concernent tous deux et je suis prêt à faire ma part pour les concrétiser. » Je sens le stress insidieux que créent les difficultés financières et je veux contribuer pour l'atténuer quelque peu grâce à cette entreprise. Si cette entreprise devient très rentable, nous pourrons passer plus de temps ensemble et faire ce que nous aimons. Je suis prêt à collaborer pour t'aider à boucler nos fins de mois. J'aimerais pouvoir t'aider à économiser pour les études universitaires des enfants ou pour notre retraite. Je sais que tu occupes un emploi que tu détestes et j'adorerais trouver un moyen qui te permette de le quitter. J'adorerais avoir suffisamment d'argent pour être en mesure d'aider des gens qui sont dans le besoin. Votre conjoint a-t-il créé une entreprise à domicile? Pourquoi ne pas lui demander ce qui, au fond de son cœur, l'a motivé à le faire? Vous pourriez faire des découvertes plutôt agréables. 4. Apprenez à penser comme un entrepreneur. Il n'y a pas de doute possible. Lorsqu'un individu se lance dans un projet entrepreneurial, par exemple une entreprise à domicile, il est facile pour les autres, même pour son conjoint, de le regarder et de se demander s'il n'a pas perdu l'esprit. En vérité, il arrive toujours un moment où tout entrepreneur se pose lui-même la question suivante. Est-ce que je suis fou? Comment cette industrie peut-elle paraître parfaitement sensée à un groupe d'individus et totalement démentielle à un autre? Pour expliquer comment les gens peuvent avoir des opinions aussi divergentes d'une même activité, permettez-moi de citer un extrait de mon ouvrage intitulé « Allez au bout de vos rêves ». Vous avez peut-être entendu cette histoire au sujet des deux groupes de gens qui peuplent l'univers. Ils vivent sur deux planètes différentes. Le premier groupe vit sur une planète normale. L'autre planète est peuplée par les individus qui évoluent dans le monde du marketing de réseau. La vaste majorité des habitants de l'univers vit sur la planète normale, où la coutume veut que presque tout le monde travaille pour quelqu'un d'autre.
C'est une norme culturelle largement acceptée que de se faire dicter par son employeur les tâches à accomplir, assigner son lieu de travail et imposer son horaire. Curieusement, sur la planète normale, les gens ne travaillent pas parce qu'ils ont un rêve. Ils travaillent uniquement pour toucher un chèque de paie hebdomadaire ou bimensuel. De plus, ils permettent à leur employeur de déterminer la valeur financière de leur travail. Bien que les habitants de cette planète aiment bien avoir un revenu supérieur, ils songent rarement à faire preuve de créativité pour y arriver. Ils ne connaissent rien d'autre et tout autre mode de vie leur paraît anormal. Pendant ce temps, sur l'autre planète de cet univers, se trouvent ces individus qui évoluent dans le monde du marketing relationnel. Sur cette planète, les gens sont motivés par des valeurs différentes. Ils refusent d'échanger indéfiniment le peu de temps dont ils disposent contre un salaire fixe. Ils sont habités par un désir de liberté. La liberté de poursuivre leurs propres rêves. La liberté d'exploiter tout leur potentiel. La liberté de jouir du temps. La liberté d'être rémunérés à leur juste valeur. La liberté que confère l'absence de contraintes financières. Bien entendu, ces gens savent que les habitants de la planète normale les considèrent comme à moitié fous. Et ils ne comprennent pas que les habitants de la planète normale puissent renoncer de leur plein gré à des aspects aussi importants de leur vie. Ces deux groupes vivent dans deux mondes bien distincts. Lorsqu'un individu pense comme un employé pour évaluer le bien fondé, la progression ou la réussite d'une entreprise à domicile, cela cause inévitablement de la confusion. Cette histoire expose deux mentalités totalement différentes, celle de l'employé et celle de l'entrepreneur. La mentalité de l'employé. Il ne fait aucun doute qu'il faut penser comme un entrepreneur pour voir qu'il est censé de créer une entreprise à domicile. Lorsqu'un individu pense comme un employé pour évaluer le bien fondé, la progression ou la réussite d'une entreprise à domicile, cela cause inévitablement de la confusion. Par exemple, l'employé associe travail et salaire. Pour lui, ce sont deux réalités qui vont de pair. Cette corrélation directe est un principe qu'il accepte sans condition. S'il travaille pendant 1 heure, il s'attend à être payé pour 1 heure de travail. S'il travaille 1 mois, il s'attend à être rapidement payé pour 1 mois de travail. Pour les gens qui ont une mentalité d'employé, c'est parfaitement logique et toute autre façon de faire est inimaginable. Par conséquent, il est absolument insensé pour l'individu qui pense ainsi de créer une entreprise dans laquelle il devra investir son propre argent, travailler dur, ne pas dévier de sa trajectoire et ne pas être payé au début. La mentalité de l'entrepreneur. Contrairement à l'employé, l'entrepreneur ne cherche jamais à établir de corrélation entre les heures, les semaines ou les mois pendant lesquels il a travaillé et ses revenus. Il ne cherche pas un RCI immédiat, rendement du capital investi. Il sait pertinemment qu'il devra investir beaucoup de temps, d'énergie et d'argent lors de la création de son entreprise, longtemps avant qu'il ne puisse en tirer des profits. Toute autre façon de penser est inimaginable pour l'entrepreneur. L'un des plus grands défis qu'un individu doit relever lorsqu'il développe une entreprise à domicile, c'est d'apprendre à penser comme un entrepreneur sur une base quotidienne. Garder le cap. L'un des plus grands défis qu'un individu doit relever lorsqu'il développe une entreprise à domicile, c'est d'apprendre à penser comme un entrepreneur sur une base quotidienne. Étant donné que la majorité d'entre nous ont appris à penser, à vivre et à travailler comme des employés, cela est plus facile à dire qu'à faire. C'est également pourquoi Randy Hedge a dit « La plupart des gens restent au chaud en s'occupant du feu des autres ». En tant que couple,
Aidez-vous l'un l'autre à cultiver cette mentalité de l'entrepreneur. Vous découvrirez que lorsque cette dernière est bien définie, toute quête entrepreneuriale devient naturellement gratifiante. Mais lorsque la mentalité de l'employé devient la lentille à travers laquelle vous mesurez vos progrès, elle agit vite comme un virus informatique et détruit votre vision, votre persévérance et vos convictions. Chapitre 5. Pourquoi suis-je un adepte de l'entreprise à domicile? Un grand nombre de mes amis et collègues qui évoluent dans le milieu des affaires traditionnelles s'étonnent du fait que je défends l'industrie de l'entreprise à domicile. Il n'est pas rare qu'ils me demandent de leur expliquer pourquoi j'en suis un adepte. En tant qu'analyste d'entreprise et entrepreneur, je suis à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de la sagesse qui sous-tend le modèle utilisé par cette industrie. Mais j'aime également leur parler de ce que je vois chaque jour dans la haute direction des grandes entreprises de ce monde, des observations qui viennent renforcer mes croyances. Je vois une main-d'œuvre qui souffre de calvitie. Tout comme je m'obstine à demander à de moins en moins de cheveux de couvrir une surface toujours plus vaste de mon crâne, le milieu des affaires actuelles continue de demander à de moins en moins de gens d'accomplir de plus en plus de travail en moins de temps et avec toujours moins de ressources. Cette main-d'œuvre est par conséquent de plus en plus stressée et épuisée. Les citoyens américains ont actuellement le discutable honneur de travailler plus d'heures par année que dans tout autre pays. Je vois des gens qui n'ont pas de vie parce que leur emploi leur prend trop de temps et d'énergie. Je vois des gens qui ont oublié comment on rêve. Je vois des gens qui nourrissent encore un rêve, mais qui n'ont aucune idée de la façon de le concrétiser. Je vois des gens qui devraient être déclarés disparus et dont la photo devrait être affichée sur les cartons de lait, non pas parce que leur corps reste introuvable, mais parce qu'ils ont perdu leur véritable personnalité. Les conséquences de l'épuisement professionnel et de la fatigue chronique ont érodé leur capacité à être tout simplement eux-mêmes. Et lorsque cela se produit, le vrai moi ou la personne elle-même se perdent. La capacité d'aimer, de rire, de plier, de pardonner, de servir ou de naviguer contre vents et marées s'est évanouie. Je vois des gens qui sont constamment aux prises avec des difficultés financières. Et avec le temps, leurs espoirs s'étiolent, leurs appréhensions augmentent et une forme de dépression chronique caractérisée par des troubles de l'humeur s'installe sournoisement. Je vois des gens qui ont oublié les plaisirs de la vie quotidienne. Je vois des gens qui survivent au lieu de prospérer. En juxtaposition avec les affirmations qui précèdent, j'admets que j'aime beaucoup voir des gens qui sont excités par la vie. J'aime voir des gens qui vivent avec des attentes positives. J'aime voir des gens qui vivent avec des rêves valables et atteignables. J'aime voir des gens qui trouvent le moyen de s'engager dans le courant jet de la sécurité financière. Et j'aime m'affilier à une industrie qui offre un véhicule qui permet aux individus, aux couples et aux familles de les conduire là où ils veulent aller dans la vie. Quelques pensées pour terminer. Êtes-vous l'entrepreneur qui a créé son entreprise à domicile? Puissiez-vous continuer à rêver, à demeurer sur votre trajectoire, à apprendre ce que signifie penser, travailler et réussir comme un entrepreneur. Trouvez sagement votre rythme dans votre quête du succès. Soyez patient si votre conjoint ne voit pas le monde avec le regard d'un entrepreneur. Et veillez à lui dire pourquoi vous travaillez si dur. Faites-lui part de ce qui vous motive tout au fond de votre cœur. Êtes-vous le conjoint de cet entrepreneur? Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire que vous vous engagiez activement dans son entreprise pour le soutenir. Montrez-vous enthousiaste. Croyez en lui. Soyez conscient du fait qu'un seul mot de votre part
peut avoir un impact significatif sur son dynamisme, son inclination et sa confiance en lui. Et n'oubliez pas que alors que votre conjoint attend que son entreprise prenne son envol, vous pouvez être, comme le chante Bette Midler, le vent qui le propulse dans les airs. Que vous en soyez conscient ou non, vous avez beaucoup de pouvoir. Puissiez-vous l'exercer avec dextérité et élégance. En tant que couple, puissiez-vous connaître la joie d'une réussite bien équilibrée, c'est-à-dire tant personnellement que professionnellement. Et pour emprunter un titre hollywoodien, que ce soit pour le pire et pour le meilleur. Retrouvez l'ensemble de nos ouvrages et outils de formation sur le site www.libreentreprise.com. Libreentreprise.com, les outils de votre succès.